que vous devez connaître certaines choses. Ça, voilà, cette leçon, elle fait partie des choses à connaître et à bien cerner. Alors, cette leçon s'intitule les figures de style. Quand on dit figures de style, on comprend déjà qu'il y a style. C'est quoi un style? Le style, c'est présent dans tout ce que vous faites dans la vie. C'est présent dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous comporter. Et quand on parle de style, on parle bien sûr de désir de plaire. Et c'est la même chose qui est faite dans les œuvres qu'on est en train d'étudier. Tout écrivain, quand il écrit, il essaye de s'éloigner de tout ce qui est simple, de tout ce qui est normal, pour écrire d'une manière plus léchée, plus développée, plus séduisante. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec une figure de style. Par exemple, si on dit « cette personne a mangé une pomme », ce n'est pas comme quand on dit « cette personne a mangé cette pomme qui est comme une planète, qui est comme ceci, cela ». Voilà. L'exemple est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord. Alors je vais vous présenter cette définition-là. On appelle figure de style ou de rhétorique les procédés d'expression par lesquels, en s'écartant de l'usage banal de la langue, un auteur cherche à attirer l'attention, séduire, émouvoir ou convaincre ses lecteurs. On va décortiquer un peu cette définition pour comprendre un peu plus. Quand on dit les figures de style, ce sont des procédés d'expression. Ça veut dire des façons de s'exprimer par lesquelles, en s'écartant de l'usage banal, ça veut dire on n'utilise pas la langue d'une manière simple, mais c'est un usage développé. C'est un usage qui s'éloigne du commun pour soit attirer l'attention, parce qu'un lecteur, déjà quand vous êtes en train de lire un roman, c'est un roman qui est soit imposant, soit court, mais si c'est un roman qui est imposant, il doit attirer le lecteur. Soit séduire, on essaie de séduire la personne qui est en train de le lire, on essaie d'attirer son affect, de l'émouvoir, ou de la convaincre, quand c'est un texte argumentatif, par exemple. L'une des premières figures de style, déjà, il y a des catégories de figures de style. La toute première catégorie qu'on va aborder, ce sont les figures d'analogie. L'analogie, ça veut dire qu'il y a des choses analogues, des choses qui ont une certaine ressemblance entre elles. Ici, la première figure de style, c'est la comparaison. Comparaison, quand on dit comparaison, c'est une figure qui reste relativement simple, puisqu'on compare des choses, soit deux choses, soit un certain nombre. C'est un rapprochement de deux termes qui ont au moins un élément commun. Pour comparer des choses, il faudrait qu'il y ait un point commun. Si on compare deux personnes ou bien deux objets, il faut au moins avoir un seul point commun. Et ici, la chose qui fait la distinction entre la comparaison et d'autres figures de style d'analogie, c'est la présence de l'outil de comparaison. Certes, on est en train de comparer deux choses, mais on a aussi besoin d'un outil de comparaison qui va faire le lien entre les deux choses. Ici, on va prendre une phrase relativement simple. Cet homme est comme un lion. Ici, remarquez qu'on a cet homme, c'est le comparé, c'est l'élément qu'on compare. On a un lion, c'est le comparant, c'est l'élément qui est utilisé dans la comparaison. Et on a aussi l'outil de comparaison. C'est lui qui sert à faire le lien. Et comme ça, cet homme est comme un lion. C'est ce qui fait toute la différence. Après, on va aborder une figure de style qui ressemble à la comparaison. Cette figure de style, c'est la métaphore. La métaphore, c'est une comparaison, mais sans l'outil de comparaison. Par exemple, on va dire, ici, puisqu'on supprime le code, ça devient « cet homme est un lion ». Ça devient une sorte d'assertion. Il n'est pas vraiment un lion, mais on comprend qu'il y a des points communs entre les deux, sans avoir à utiliser cet outil de comparaison. Et c'est pour cela qu'on dit que la métaphore, c'est une association de points communs, mais sans l'utilisation de l'outil de comparaison. On va essayer d'écrire la définition aussi. Voilà. Et ici, l'exemple devient cet homme
utilisez de manière quasi quotidienne. Vous utilisez des métaphores dans votre vie. Et il s'agit juste de s'imprégner de la chose. Je vais libérer un peu d'espace ici pour pouvoir écrire un peu plus. Toujours dans l'enchaînement des figures d'analogie, on a une figure qui s'appelle la personnification. Déjà, dans le terme, on comprend une chose. On va parler de personne. La personnification, c'est-à-dire on va parler de personne. Mais quelle personne ici? C'est l'attribution d'un comportement humain ou bien d'un trait humain, soit à un objet, soit à un animal, soit à quelque chose d'inanimé. Et c'est ce qui fait ici que, je vais vous noter la définition ici. Par exemple, je peux dire la porte parle. Une porte, logiquement, ne peut pas parler, à part si on est dans le domaine du merveilleux. Et quand on dit la porte parle, c'est une personnification. Parce qu'on est en train d'octroyer des caractéristiques qui sont humaines à un objet. Là, la fenêtre a parlé. D'accord. Maintenant, on passe à une autre figure. C'est la figure de l'allégorie. L'allégorie, c'est quand on représente une idée abstraite à travers un exemple concret. Déjà, on va essayer d'expliquer ce qui est abstrait et ce qui est concret. Quelque chose d'abstrait, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Quand on parle par exemple des sentiments, les sentiments sont abstraits. Je suis heureux, oui, je le suis, mais ce n'est pas une chose que je peux toucher. Le sentiment en soi ne peut pas être touché. Alors, ici, par exemple, si on parle de la liberté c'est un concept abstrait qu'on ne peut pas toucher, mais on va essayer de le représenter pour qu'il soit plus facile à imaginer. Par exemple, la liberté ou bien la justice, si vous passez près d'un tribunal, la justice est représentée par une balance. Ou bien, quand on parle de la liberté, on parle d'une colombe. L'oiseau représente la liberté. Et c'est ça. On va écrire la définition. Allégorie de la justice. C'est la balance. Ça, c'est une allégorie. Et il y a des tas d'allégories qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. On a l'allégorie de l'amour, l'allégorie de plusieurs sentiments. L'être humain a essayé de rassembler tout ce qui est abstrait sous des formes concrètes pour pouvoir l'imaginer de manière plus facile. Après, on a une autre figure de style. C'est la métonymie.
qui consiste à remplacer. Ce qu'on disait, c'est que la métonymie consiste à remplacer la chose désignée par un terme proche d'un point de vue logique. Ou bien, on peut donc trouver le contenu par le contenant. Quand je dis « je bois un verre », ça c'est un exemple qui est très pertinent. On dit « je bois un verre ». Je ne bois pas vraiment le verre avec la composante physique, mais je bois ce qu'il y a à l'intérieur du verre. C'est ça une métonymie. Voilà. Ici, on a l'exemple. Je bois un verre. Je ne bois pas le verre, mais ce qu'il y a à l'intérieur du verre. Après, il y a la périphrase. La périphrase, c'est une figure qui consiste à développer. On est en train d'étirer la phrase. Au lieu de dire un seul mot, on le remplace par plusieurs mots. C'est une sorte d'élargissement phrastique. Au lieu de dire « je suis allé à Rabat », je vais dire « je suis allé à la capitale du Maroc ». Et ici, ça aide à expliquer et ça aide également à rendre le texte plus beau et plus riche. Là, je suis allé à la capitale du Maroc. Au lieu de dire « je suis allé à Rabat ». Il y a d'autres exemples. Par exemple, je suis allé à la ville Lumière. La ville Lumière, c'est Paris. J'ai voyagé à la ville Ocre, c'est Marrakech. J'habite à la petite Marrakech, par exemple, c'est Saloudat. Et il y a beaucoup de développement à faire dans ce sens-là. Après, on va passer à d'autres figures. Ça, ce sont les figures d'analogie, ça veut dire qu'il y a des éléments analogues, il y a des ressemblances. Ici, on a des figures d'insistance. Insister sur une chose, c'est-à-dire vous essayez de faire rentrer l'idée dans l'esprit de la personne qui est en train de lire. C'est ce qu'on va essayer de faire ici, en montrant comment on peut insister sur des éléments d'un texte avec des figures de style. Les figures d'insistance. Quand on parle d'insistance, l'une des premières idées qui nous viennent en tête, c'est de répéter. Quand on veut insister sur une idée ou bien sur une chose, on commence à répéter les choses. Et l'anaphore consiste à faire ça. On répète le même mot ou la même formule au début de chaque phrase ou bien de chaque vers. Généralement, c'est une figure qu'on trouve beaucoup dans la poésie, mais elle peut très bien figurer dans d'autres disciplines littéraires.
à répéter le même mot au début plusieurs phrases. On va essayer de créer un exemple qui s'adapte à la situation actuelle. Maintenant, on va dire je ne vais pas sortir. Je ne vais pas me mettre en danger. Je ne vais pas entrer en contact physique avec les autres. Ça, c'est un exemple et un conseil en même temps. Maintenant, vous savez ce qu'est la norme. On répète soit une formule, soit un mot, soit un groupe de mots au début de plusieurs phrases. Maintenant, on a une figure de style qui est très utilisée par toutes les personnes. C'est l'hyperbole. Hyperbole. Déjà dans le terme, il y a un petit indice sur le sens. Quand on dit hyper, quelque chose d'hyper grand, on a des hypermarchés, des hypercars. Quand on dit hyper, ça signifie quelque chose de grand. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec cette figure de style, c'est de rendre les choses plus grandes. Et généralement, plus c'est grand, plus ça éblouit. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, en donnant à la phrase une dimension plus grande. Certes, on va un peu mentir parce qu'il y a de l'exagération dans la chose, mais c'est pour donner cet effet-là. Et l'hyperbole consiste à exagérer. Vous avez faim, mais vous n'allez pas dire « j'ai faim ». Pour faire comprendre que vous avez vraiment très faim, vous allez dire « je meurs de faim ». Vous ne mourrez pas vraiment, mais vous essayez de faire parvenir à la personne qui est en train de vous lire, ou bien à la personne à qui vous parlez, que vous êtes vraiment dans un état de faim qui est assez avancé. Alors ici, les définitions, on essaie de les minimiser au maximum, comme ça vous allez les ingérer, les comprendre plus facilement. Voilà, ça c'est pour ce qui est de l'hyperbole. Après, on a l'énumération. Généralement, dans les figures de style, le sens, on le trouve dans le nom. Par exemple, ici, l'énumération, vous voyez le mot numéro. Énumération, numéro, on est en train d'énumérer. Ça veut dire on est en train de classer en quelque sorte plusieurs choses. Ce n'est pas vraiment un classement logique, mais on est en train de citer. Citer est un terme plus judicieux dans ce sens. Pourquoi est-ce qu'on va citer toutes ces choses-là? Pour créer un effet d'amplification. Effet d'amplification. Quand on parle d'amplification, généralement c'est un terme qui
est utilisé dans le domaine du son. Quand on dit un ampli, l'ampli est utilisé pour créer un son qui est plus fort. Ici, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de donner plus de force à l'idée en l'amplifiant. Par exemple, on va toujours filer la métaphore des circonstances qu'on a maintenant. On va donner l'exemple ici, j'ai acheté du savon, virgule, des lingettes, virgule, du gel hydroalcoolique, etc. Voilà, on a beaucoup d'éléments qui vont suivre, mais l'important, on aurait pu dire que j'ai fait des emplettes, j'ai acheté des choses, mais en détail pour créer cette impression de grandeur, cette impression d'amplification. Après, on a une figure qui ressemble à ça, c'est la gradation. La gradation, comme j'ai dit, si on essaie juste de comprendre à travers le sens du mot, on a des sortes de grades. Il y a une évolution. La gradation part de manières différentes. Soit c'est une gradation ascendante, ça veut dire crescendo et monte, soit c'est de manière descendante, déchaînée. Soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Prenons un exemple. Par exemple, on dit j'ai acheté un vélo, une moto, une voiture, un avion. Vous voyez comment ça évolue. Et en plus, il doit y avoir un lien logique entre les choses. Sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas une gradation s'il n'y a pas de lien logique. De manière ascendante ou descendante. On va voir un autre exemple qu'on a dit. J'ai acheté un vélo. Une voiture, un avion. Vous remarquez qu'il y a une certaine énumération ici, et la différence entre l'énumération et la gradation, c'est ce lien logique-là et cette évolution. C'est ce qui fait toute la différence entre les deux figures de style. Je libère un peu l'espace. Maintenant, on va passer à un autre type de figure. Ce sont les figures d'opposition. L'opposition, pour les personnes qui ne comprendraient pas, c'est quoi être opposé à quelque chose? C'est être contre. Ce sont des figures qui consistent à être contre une idée, à être contre quelque chose. Mais puisqu'on est contre, on a besoin de, même quand on est contre une chose, on a besoin d'argumenter et on a besoin d'embellir. L'argumentation passe aussi par le côté esthétique, par la beauté. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Et l'une des premières figures d'opposition, c'est l'antithèse. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de anti. Anti, c'est quand on est contre une chose. L'antithèse, ce sont deux termes de sens contraire et qui sont à l'intérieur d'un même énoncé.
Ce sont deux termes antithétiques. Ce sont deux formulations qui sont contraires, mais qui figurent dans le même énoncé. Je meurs. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'antithèse. On a carrément deux thèses différentes dans la même phrase. D'accord, on va enchaîner sur les figures d'opposition pour arriver à l'oxymore. Il est à noter une chose. L'oxymore, beaucoup de personnes croient que c'est féminin, qui disent une oxymore, alors que non, c'est un oxymore. Oxymore, ou bien ce qui est appelé dans le terme classique l'oxymoron, ça consiste à coller carrément deux termes qui ont des sens opposés. Et c'est impératif qu'ils collent carrément. Par exemple, on peut dire le soleil noir. Un soleil, normalement, c'est lumineux, c'est plein de lumière, c'est plein de clarté. Et on dit un soleil noir. Ce sont deux termes qui forment cet oxymore. Le soleil noir. Après, on peut utiliser, si on dit l'eau sèche. L'eau, normalement, est mouillée, c'est de l'eau, mais si on dit que l'eau est sèche, la formulation peut être utilisée. Généralement, les oxymores sont utilisés dans la poésie, parce que c'est là où on peut créer ce genre de formulations alambiquées qui peuvent sembler capillotractées, mais c'est comme ça. D'accord. L'antiphrase. L'antiphrase, c'est une autre figure d'opposition. C'est une figure d'opposition, mais c'est aussi une figure d'ironie. L'ironie, c'est quand vous essayez de vous moquer en quelque sorte de quelqu'un. Ici, elle consiste à dire le contraire du sens habituel, en quelque sorte. Quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, et vous lui dites « Oh, bravo, c'est bien ». On sent l'ironie dans la façon de parler et dans la situation. Parce que normalement, une personne qui n'a pas bien travaillé, ou bien qui fait des bêtises, vous n'allez pas lui dire « Oh, c'est bien, c'est joli ». Et c'est ça l'antiphrase. Elle consiste à dire le contraire pour signifier, pour créer cette signification ironique. Exemple, mon ami. Bravo. C'est bien ça. C'est vrai que l'ironie se voit plus facilement quand on est en train de parler à l'oral. Mais si vous êtes en train de lire un roman, il y a une situation dans le contexte et vous allez forcément comprendre l'ironie dans la chose. Après, on a qu'on appelle les figures d'atténuation.
figures d'atténuation, déjà dans le terme, le verbe atténuer, atténuer quelque chose, c'est amoindrir son impact. Si, je ne sais pas, pour les personnes qui font de la chimie, quand vous essayez d'atténuer la force d'un acide, vous utilisez des éléments qui vont faire cet office-là. Et dans les phrases, c'est pareil. Il y a des phrases qui choquent, il y a des phrases qui font peur. Pour éviter ce choc et pour éviter cette peur, on essaie de créer cet effet d'atténuation-là. Et la figure la plus connue, c'est l'euphémisme. Ici, l'euphémisme permet de se situer dans le contexte. Quand vous êtes en train de parler à une personne adulte, ce n'est pas comme quand vous parlez à un enfant. Par exemple, si vous allez annoncer une nouvelle choquante à un adulte, l'adulte en soi, il peut l'encaisser. Alors qu'un enfant, il n'a pas le même seuil de tolérance. C'est pour cela que vous allez, s'il y a un décès, s'il y a une personne qui est morte, vous allez dire à l'adulte, vous pouvez lui dire carrément cette personne est morte. Et ça choque, le terme en soi, vous dites cette personne est morte. Mais vous laissez la capacité d'assimilation à l'adulte. Pour l'enfant, ce que vous allez faire, vous allez lui dire il est parti au ciel, ou bien il est parti. Ça reste plus simple à digérer pour une âme d'enfant. Voilà. Ça, ce sont les figures de style qui sont les plus utilisées. Il y a aussi d'autres figures de style. On va y revenir dans une autre séance. Mais essayez de consulter les exercices qu'on va publier à la fin de la vidéo. Je crois que vous allez les trouver soit en commentaire, soit dans la page en elle-même. Je vais vous publier aussi ce qui est écrit ici. Et si vous avez des questions, on est prêt à répondre aux questions de tout le staff technique, les personnes, les professeurs, toute personne qui intervient de près ou de loin, pour assurer ces cours en ligne. Et restez à la maison, étudiez bien. Et je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage parce que les conditions sont difficiles. Et merci beaucoup.